Ok. Du coup, je vais rester assez statique parce qu'il faut que les gens me voient aussi derrière la caméra, donc je vais pas trop bouger. Confirmez-moi là dans le chat, genre Marion, si tu peux me dire que vous entendez bien. A priori, le micro fonctionne, donc ça doit être bon. Et de toute façon, j'enregistre au cas où on ait des bugs techniques. Donc bonsoir à tous. Donc moi, je suis Océane Richard, assistant hospitalier en médecine préventive et en comportement. Ouais, ça grésille un peu, mais avec le masque, je pense que ça va grésiller un peu, je suis désolée. Voilà, je fais également une résidence en comportement et donc on a décidé avec le Sino Club de vous faire une conf sur la gestion de la solitude, l'apprentissage et la gestion de la solitude pour deux raisons. D'une part parce que c'est un motif très fréquent de consultation. Donc vous allez être fréquemment confronté à des clients qui vont venir vous voir et qui vont vous dire mon chien supporte pas de rester tout seul, il détruit, il urine partout, il aboie. Et en plus de ça, on sait qu'il y a beaucoup d'adoptions à l'heure actuelle, aussi bien sur le campus que dans les autres écoles, j'imagine. Et le but, c'est de pouvoir vous aider aussi à apprendre à gérer la solitude de vos propres chiens. Ok, donc c'est parti. Tac. Allez. Donc effectivement, c'est un motif de consultation qui est très fréquent. Ça fait partie des 3 principaux motifs de consultation. En général, les clients viennent nous voir pour les chiens, soit parce qu'ils sont trop actifs. Donc en général, le motif, c'est désobéissance. Ça peut être agression, c'est très fréquent aussi. Ou ça peut être justement, mon chien ne supporte pas de rester tout seul, donc je ne sais pas comment faire. Et le gros problème de ce motif de consultation, c'est que souvent, c'est source de stress pour les propriétaires. Parce qu'on a des plaintes des voisins, parce que le chien aboie. Ils rentrent à la maison, ils ont des destructions partout ou des pipis partout et ça représente des frais très importants. Ok. C'est un motif de consultation qui est très souvent en lien avec l'attachement avec le propriétaire. Et du coup, on peut avoir, du fait des conséquences de cette absence de gestion de solitude, des détériorations de la relation. Donc avec un propriétaire qui finit par détester son chien et par appréhender de rentrer à la maison parce qu'il sait qu'il va y avoir des dégâts en rentrant. Donc les principaux signes d'appel, c'est effectivement des destructions en l'absence, qui peuvent être localisées à différents endroits en fonction de la cause, des vocalises en l'absence, qui peuvent être des pleurs ou des aboiements, et la malpropreté, qui peut être urinaire ou fécale. On reprend. Donc, j'en étais à définition de l'attachement. Donc, l'attachement, c'est un processus qui est vital. Le fait, d'avoir un lien d'attachement, ça permet vraiment de créer un apaisement pour le chien et ça va lui permettre d'apprendre des choses, notamment par imitation, et ça va lui permettre d'explorer l'environnement. Donc, c'est hyper important. Vraiment, ce lien d'attachement est primordial pour permettre au chiot de bien se développer. Donc, chez le chien, on a création d'un lien primaire à partir de l'âge de 2-3 semaines. Avant, en fait, le chiot est tellement immature d'un point de vue développemental que sa mère, elle est là pour le nourrir, mais il n'y a pas vraiment de lien d'attachement qui se crée. Ce lien d'attachement, il est rompu de manière active, normalement par la mère, donc qui est la mère chienne, normalement si le chien reste toute sa vie avec sa mère, ou le propriétaire vers l'âge de 4 à 6 mois. Et on a un report de l'attachement primaire, puis secondaire au propriétaire. Donc en fait, si le chiot reste avec sa mère toute sa vie, à partir de l'âge de 4 mois, la mère, elle commence à le rejeter bien sévèrement pour qu'il comprenne que maintenant, il faut qu'il passe à l'âge adulte, entre guillemets. Comme la plupart du temps, les chiens sont adoptés par les humains, c'est le propriétaire qui doit effectuer ce détachement et on passe d'un attachement primaire à un attachement secondaire. Donc je vais vous expliquer un petit peu les différences dans tout ça. Hop. Donc, si on parle d'abord du processus normal. Donc effectivement, normalement, on a ce qu'on appelle un attachement primaire donc, qui est vital, qui est un lien privilégié avec un individu. Donc c'est le lien entre le chiot et sa mère. Donc c'est pour ça que c'est très important que les chiots soient avec un adulte, puisque ça va être leur figure d'attachement. Et vraiment, c'est l'être avec lequel ils sont vraiment complètement dépendants.
voilà, il y a vraiment une dépendance qui est très très importante. C'est un lien privilégié avec un individu qui est irremplaçable et c'est vraiment une base de sécurité. Donc souvent, ce qu'on va voir chez les chiots, quand on les récupère vers l'âge de 2 mois et quand on les observe en consultation, c'est que ces chiots-là, ils vont explorer de manière étoilée en fait autour du propriétaire. Donc c'est-à-dire qu'ils vont partir dans un sens, puis revenir vers le propriétaire, puis partir dans l'autre, puis revenir vers le propriétaire, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle une exploration en étoile. Et quand on a ce type d'exploration, on est sur un attachement primaire. Ça, c'est très important d'un point de vue observation quand vous faites du comportement, de voir quel est le type d'attachement entre le propriétaire et son chien. Et donc là, véritablement, ce lien d'attachement primaire, ça permet vraiment de créer un pont entre la peur et le plaisir. L'attachement secondaire, là, c'est toujours un lien qui est privilégié, mais c'est avec plusieurs individus. Bon, ça peut être un individu, si l'animal ne vit qu'avec un seul humain, mais ça peut être plusieurs individus. Donc dans un foyer, quand il y a un couple ou des enfants ou quoi que ce soit, il peut y avoir un attachement multiple à toutes les personnes de la famille et il peut y avoir aussi un attachement secondaire aux animaux qui sont présents dans le foyer. Donc là, c'est vraiment une base de sécurité. Donc pour assurer vraiment la sécurité de l'animal et le plaisir. Et comme je vous ai dit, l'attachement peut être multiple. Donc c'est vraiment très important justement d'observer, vous verrez là quand vous aurez des chiots en consultation, d'observer si vous les lâchez, de voir comment l'animal explore. Quand il y a un vrai lien qui s'est créé avec le propriétaire, alors si ça fait 2 jours qu'il vient de l'avoir, en général, il n'y a pas forcément de lien très important qui est encore mis en place, mais quand ils sont ensemble déjà depuis quelques temps, on va voir vraiment le chiot qui va se déplacer du propriétaire vers un coin et revenir, etc., pour aller explorer la salle. Hop. Désolée, ça saute un peu à chaque fois parce que je suis obligée de changer les diapos. Ok. Quand on passe en processus pathologique, là on parle plus d'attachement mais d'hyperattachement. Et là ça pose problème et c'est là qu'on a les soucis en l'absence. Quand on parle d'hyperattachement primaire, là c'est vraiment un hyperattachement encore une fois à un être spécifique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'attachement primaire c'est à une personne en particulier. Donc c'est-à-dire que si l'individu est laissé seul en présence d'autres personnes que son être d'attachement, il n'est pas rassuré, il va quand même être malheureux. Donc il va quand même vocaliser, il va quand même stresser, tourner en rond, etc. Ce sera peut-être moins important que s'il était tout seul, mais il ne sera pas rassuré par les autres personnes ou par les autres membres de la famille, que ce soit des animaux ou des humains. Donc c'est vraiment un être spécifique et ça apparaît, cet hyperattachement primaire, au moment du détachement. Donc c'est-à-dire que vers l'âge de 4-5 mois, s'il n'y a pas eu de détachement actif de la part de la mère ou du propriétaire, on a cet hyperattachement primaire qui peut apparaître, donc avec des grosses destructions, un animal qui se retrouve très mal quand il se retrouve sans son être d'attachement. Donc effectivement, on a une absence de détachement aussi bien de la part de l'animal que de la part du propriétaire. Là, c'est forcément à double sens. C'est-à-dire que si le propriétaire a déjà commencé à créer un petit peu de distance, là, on n'est plus sur un hyperattachement primaire. En général, c'est sur des chiots qui ont été pris un peu comme un enfant et du coup, les gens surcouvent l'animal. Donc ça peut être des chiots qui ont été trouvés dans la rue très jeunes et du coup, on les surprotège ou des chiots très craintifs. On va avoir de la surprotection et on va avoir un chiot qui, à 6 mois, nous suit comme s'il avait 2 mois en fait et qui ne supporte pas de rester tout seul. Donc c'est un animal qui n'est pas du tout autonome et c'est la cause d'un état anxieux, voire dépressif. C'est-à-dire qu'on peut avoir des chiots qui, à 6 mois, sont dépressifs parce que le propriétaire s'en va. Donc ils ne font plus rien quand le propriétaire n'est pas là, ils ne mangent plus, ils ne boivent plus, ils s'urinent dessus et c'est vraiment une catastrophe. Donc là, les signes cliniques sont permanent dès que l'être d'attachement n'est plus présent. Hop. Pour l'hyperattachement secondaire, donc là, l'âge d'apparition, ça peut apparaître à n'importe quel âge, l'hyperattachement secondaire. C'est assez peu fréquent chez les adolescents, mais ça peut arriver et c'est à la fois une aide pour le chien et une conséquence aggravante. C'est-à-dire que souvent, comme son nom l'indique, c'est secondaire à quelque chose. Donc il y a une pathologie sous-jacente. Et donc cet hyperattachement, ça aide l'animal à se dépatouiller de sa pathologie sous-jacente. Mais d'un autre côté, comme il y a un hyperattachement secondaire et qu'il s'attache d'autant plus à son propriétaire, ça aggrave les choses parce qu'en plus, en l'absence, il ne supporte pas de rester tout seul. Donc c'est double effet qui se coule, quoi. Et là, c'est la conséquence véritablement d'un état anxieux ou dépressif. Donc pour le coup, toute relation est positive et rassurante. Donc lui mettre un chat, lui mettre un chien, lui mettre un autre humain, là, ça va rassurer l'animal. Et les signes cliniques sont présents selon l'état pathologique qui est présent, et ça, je vais vous expliquer après. Donc justement, si on compare
hop, les deux types d'attachement. Donc on voit bien que entre l'hyperattachement primaire et l'hyperattachement secondaire, il y a pas mal de différences. Donc effectivement, pour l'hyperattachement primaire, en fait, c'est la cause d'un état pathologique. Donc ça cause de l'anxiété, ça cause de la dépression, ça cause du mal-être chez l'animal. Alors que l'hyperattachement secondaire, c'est une conséquence d'un état anxieux. Donc l'animal n'est pas bien et du coup, il y a un hyperattachement qui se crée. C'est clair pour vous ou pas? Ok. Le sujet d'attachement pour l'hyperattachement primaire, c'est unique, c'est un seul, il n'y en a qu'un seul qui rassure. Donc ça, c'est très important justement quand vous allez, si vous vous intéressez un peu au comportement et que vous posez des questions, c'est bien de demander aux gens s'il est laissé avec d'autres personnes, est-ce que ça se passe bien? Oui, si ça se passe bien, dans ces cas-là, c'est sûr que ce n'est pas un hyperattachement primaire. Ok? Donc quand on est un hyperattachement secondaire, par contre, toutes les relations sont positives et du coup, on peut réussir à rassurer l'animal avec un autre être. L'âge d'apparition, donc pour l'hyperattachement primaire, c'est fin de la période prépubertaire, alors que l'hyperattachement secondaire, ça peut être à n'importe quel âge. Et donc l'apparition des symptômes, c'est systématique dès que l'être d'attachement primaire est absent, et c'est aléatoire en fonction de la cause de l'hyperattachement secondaire. Alors, apprentissage de la solitude. Là, ça devient intéressant pour vous. Les conseils que vous allez pouvoir donner aux propriétaires et ce que vous allez pouvoir appliquer pour vos propres animaux. Chouette. Des idées reçues. Ça, vous l'avez tous entendu, vous l'avez peut-être même tous dit, soit de la part des éducateurs, soit de la part de vétérinaires. Première chose qu'on dit souvent, surtout ne pas le laisser dormir dans la chambre. On va nuancer un petit peu cette phrase. Surtout pas de rituel de départ, pas de rituel d'arrivée. Je ne sais pas comment on fait pour ne pas faire de rituel de départ et pas de rituel d'arrivée. C'est-à-dire qu'on met tous nos chaussures, on prend tous nos clés pour sortir. Donc forcément, c'est un rituel. Et quand vous rentrez, vous ouvrez tous la porte et vous posez vos chaussures. C'est forcément un rituel. D'accord? Donc c'est pareil, c'est à nuancer. C'est vrai, mais c'est à nuancer. D'accord? Ignorez-le avant de partir et en rentrant. C'est pareil. Il y a beaucoup de nuances par rapport à cette phrase-là, mais c'est ce qu'on entend tous, normalement, quand on veut travailler la solitude. Ah oui, le grand classique, il sait quand il a fait une bêtise, parce que quand je rentre à la maison, il est tout inquiet. Ça, c'est faux. Le chien ne sait pas qu'il a fait une bêtise. La seule chose, c'est qu'il sait que quand son propriétaire y rentre, la première chose que le propriétaire y fait, c'est... Et là, il tombe sur un pipi. Et là, il s'énerve. Et le chien, du coup, pendant ce temps-là, il observait le propriétaire. Il voit qu'il est énervé. Du coup, il se dit, oh putain, je vais m'en prendre une. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais m'en prendre une. Par contre, si le propriétaire regarde et qu'il voit rien, tout de suite, il va sourire et le chien va voir le propriétaire sourire et finalement, ça va aller. Et c'est pour ça que les propriétaires vous disent, mais il sait qu'il a fait une bêtise. Non, il sait juste qu'il doit attendre votre réaction avant de réagir lui-même. D'accord? Parfois aussi, ce qu'ils sont capables de faire, c'est d'associer une flaque avec, le fait qu'il y ait une flaque, donc que ce soit de l'urine ou que ce soit de l'eau. Il y a des chiens parfois qui font tomber de l'eau, qui ont mis de l'eau partout, et ils savent qu'ils vont se faire gronder parce qu'ils savent que quand il y a une flaque par terre dans la maison, ils se font gronder. Mais ils ont associé le fait qu'il y ait une flaque, pas le fait que ce soit eux qui aient fait la flaque, qu'ils aient uriné et qu'ils se fassent gronder. Ok? Donc attention à ça. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour apprendre la solitude à un chien? Eh bien, on commence tout de suite. Donc, pour commencer tout de suite, déjà, il faut se dire que si on prend un chien, il faut avoir le temps. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un chien pour partir dès le lendemain pendant 8 heures. Ça, c'est pas possible. Il faut être cohérent. C'est pareil quand on a des enfants, on a ce qu'on appelle un congé maternité et paternité. Incroyable. On a un petit peu de temps pour rester avec nos enfants. Déjà, on n'a pas envie de les laisser tout seuls. Puis c'est vrai que souvent, quand on adopte un chiot, on n'a pas envie de le laisser tout seul dès le lendemain pendant 8 heures. Mais vous allez voir que dans vos clients, il y a des gens qui vont faire ça. Parce qu'ils se sont dit, c'est un animal, il peut très bien rester tout seul. Non. À 2 mois, on est dans ce qu'on appelle un attachement primaire. Donc, l'animal est dépendant de son propriétaire. Il ne peut pas se retenir pendant 8 heures déjà. Et il a besoin de la présence humaine. C'est un être social. Donc, il a besoin d'interaction avec l'humain. Et du coup, rester tout seul 8 heures à l'intérieur, sans faire pipi, sans faire de dégâts, ça risque d'être compliqué pour lui. Même sans chouiner, faut pas oublier qu'il vient de quitter sa fratrie, il vient de quitter sa maman, il se retrouve dans un monde d'humains, dans un environnement qu'il connaît pas, donc c'est un stress énorme, la séparation, l'adoption. Donc se dire, dès demain, je me tire pendant 8 heures, c'est pas possible. Donc ça, c'est la première chose. Si jamais il y a des gens qui viennent vous voir avant de prendre un chiot, ça arrive à peu près 5% du temps,
bien leur dire que dans ces cas-là, il faut qu'ils l'adoptent, parce que les gens travaillent bien sûr, qu'ils l'adoptent avant les vacances ou le jeudi et qu'ils posent le vendredi, comme ça ils ont 3 jours avec le chien, quelque chose comme ça pour avoir un petit peu de temps avec l'animal. Et bon, on va pas parler des races, mais éviter de prendre un malinois si on travaille 10 heures par jour et que quand on rentre le soir, on est fatigué et qu'on ne peut pas le sortir pendant une demi-heure, quoi. Ok ? Donc, effectivement, quand on prend un chiot ou même un chien en refuge ou quoi que ce soit, il nous faut du temps au début pour pouvoir lui apprendre. Mais il faut commencer tout de suite. Et quand on commence l'apprentissage de la solitude, on commence en présence. C'est-à-dire que dès le départ, il faut... alors, je ne vais pas vous dire les premiers jours, hein, pauvrette, il vient d'arriver. Donc, s'il est paniqué de rester tout seul dans une autre pièce, on ne va pas le laisser paniquer. Hein. Mais il faut essayer de se dire que ce serait bien qu'il dorme dans une autre pièce, effectivement. Et que ce serait bien que dans la journée, on le laisse de temps en temps tout seul dans une autre pièce. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je suis un studio. Bon, et quand c'est comme ça, vous allez prendre des douches plus longues. Vous allez passer plus de temps dans la salle de bain. Le matin, vous allez mettre une demi-heure pour vous préparer. S'il faut petit déjeuner dans la salle de bain, vous enfermez dans votre kitchenette, vous enfermez dans votre kitchenette, et pendant ce temps-là, le chien, il est un petit peu tout seul. Et vous l'avez laissé avec un jouet d'occupation, il est en train de manger ses croquettes, il est en train de faire ce qu'il veut, mais dans tous les cas, vous commencez à l'habituer déjà à rester un petit peu tout seul. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Pour ce qui est de la nuit, c'est vrai qu'on a tendance à dire c'est mieux que le chien ne dorme pas avec nous. C'est vrai. À terme, c'est bien qu'il ne dorme pas avec nous parce que ça évite justement les hyperattachements et ça évite que le chien ne supporte pas de ne pas être avec son propriétaire. Mais si la première nuit, en mettant votre chien dans votre salon, il est complètement paniqué, il chouine, il est terrorisé, et on ne le laisse pas être paniqué dans son salon. D'accord ? Vous avez des chiens qui sont très 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 sensibles à la séparation. Et si c'est compliqué pour lui d'être tout seul, on le prend dans la chambre. Et progressivement, on va le faire sortir. D'accord ? Donc oui, effectivement, le chien, c'est mieux qu'il ne dorme pas dans la chambre pour pouvoir avoir un bon détachement au fur et à mesure. Mais c'est pas pour autant que la première nuit, il faut le laisser hurler pendant 3 heures, être complètement paniqué, suriner dessus, baver partout, juste pour dire non, il n'a pas dormi avec moi. Ah bah super, il a passé une bonne nuit le pauvre. Et alors je vous dis pas par la suite, ça va être encore plus compliqué pour lui parce qu'en plus, il n'y aura même pas de lien qui va se créer avec vous parce qu'il va être complètement paniqué. Donc ça c'est important, il faut vraiment mesurer les choses. Si le chien n'est pas bien et qu'il est très stressé, on peut le prendre dans la chambre, il a son petit panier et progressivement on déplace le panier dans le couloir, dans le salon et on ferme la porte, etc. Ok ? Je parle des chiots et quand on est dans un apprentissage, d'accord ? Ça ne veut pas dire que des chiens qui ont plusieurs années ou même vos chiens, de temps en temps, s'ils dorment avec vous dans la chambre ou même s'ils dorment avec vous dans la chambre actuellement et que vous n'avez pas de problème de solitude, aucun problème. Moi, votre chien il peut vous manger sur la tête, je m'en fiche. Si vous n'avez pas de problème de comportement, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez avec lui. Là, on est vraiment sur un mode d'apprentissage. Donc, quand on apprend les choses, le mieux, c'est déjà de créer un petit peu de distance, entre guillemets, dans la journée. Ok ? Donc, on le met dans une autre pièce dans la journée et on l'occupe avec des petits jeux de recherche de nourriture, avec des choses à mastiquer qui vont être proposées en plus juste après la conf. Donc, profitez-en. Et n'hésitez pas aussi, quand on récupère les chiots, alors évitez de le récupérer à 23h le soir, parce que la nuit tombe et que du coup les gens vont bientôt aller se coucher. Idéalement, on essaie de le récupérer le matin ou en début d'après-midi. Et puis on n'hésite pas à le fatiguer un petit peu. Pour sa première nuit, on le fatigue. Ou quand on veut le laisser tout seul pendant une demi-heure, on le fatigue un peu avant. Comme ça, il tombe, hop, on s'en va, il n'a pas vu, tout est bien, on rentre. Ah finalement il s'aperçoit qu'il était tout seul et ça s'est bien passé. Ok ? Donc ça c'est des petites astuces mais qui marchent très bien. Donc après l'apprentissage doit être très progressif. Donc on commence effectivement en présence et ensuite on bosse l'absence. C'est ce que je disais, donc vraiment il faut que ce soit très progressif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas compter sur le fait de s'absenter 8 heures et que le chien supporte bien de rester tout seul pendant 8 heures. Il faut vraiment y aller très progressivement. Alors, pas forcément 2 minutes, puis 5 minutes, puis 10 minutes sur les chiots. En général, quand on a fait une balade, après ils sont bien fatigués, donc vous pouvez les laisser déjà pendant une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, etc. Et on augmente progressivement. Mais il faut y aller vraiment étape par étape, c'est-à-dire que si vous voyez que 2 heures déjà, ça commence à être compliqué pour le chiot, on fait plusieurs fois 2 heures et on augmente progressivement. Chiot ou chien adulte. Ce qui est très important aussi, c'est de se forcer à quitter l'appartement. Alors, on a eu beaucoup de soucis là justement avec le confinement, puisque les propriétaires étaient tout le temps avec leur animal. Et du coup, en post-confinement, les chiens ne supportaient plus de rester tout seuls, ou alors ils en avaient marre d'être avec leur propriétaire tout le temps aussi. On a eu l'effet inverse. Mais
ça, c'est vraiment important, même si on est en télétravail ou même si voilà, les gens sont très présents, il faut qu'ils se forcent à quitter la maison régulièrement. Tous les jours, pour un chiot, c'est très important. Au début, on se dit « Ah, mais justement, je veux profiter, je veux être avec lui tout le temps. » Oui, mais prends le temps, on va passer une demi-heure dehors, ça va faire du bien, ça va faire du bien au chiot et ça va lui permettre d'apprendre aussi à rester tout seul. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Quand vous laissez un animal seul, un chiot tout seul, ou un chien, le mieux, c'est de réduire l'espace. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre dans un trou de souris, attention. Mais plus vous allez réduire l'espace, plus ça va être facile pour le chien d'être calme. C'est-à-dire que si vous le laissez dans un grand espace très vaste où il y a plein de choses à faire, déjà ça va l'inciter à faire des bêtises. Et en plus de ça, c'est anxiogène parce que le chiot, quand vous n'êtes pas là, il est censé dormir. Donc si vous lui offrez un environnement très 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 lumineux, très grand, avec beaucoup de choses à regarder, avec des bruits, etc., il risque d'être plus anxieux qu'autre chose. Donc on a tendance à réduire l'espace. Donc ça peut être une cuisine, ça peut être voilà, ce que vous voulez, mais pas forcément tout l'appartement pour éviter l'exploration et éviter qu'il soit trop stressé après en votre absence et qu'il se dise ça y est, il y a plein de trucs à faire. On le laisse de quoi s'occuper, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc des jouets à mastiquer. Surtout ce qui est chiot, pensez plutôt aux boîtes caféiers, ça c'est très tendre et ça évite d'abîmer les dents. On évite le bois de serre, les sabots de veau, etc. sur les tout petits, parce que le risque, c'est qu'ils s'abîment les dents. Donc certes, elles vont changer, mais ce serait dommage qu'ils se pètent le croc définitif en plein changement, parce que justement, il était sur un truc très dur. Donc sur les petits chiots, ou sur les petites races aussi, hein, les Yorkshire et tout ça, on évite les bois de serre. C'est plutôt boîte caféier, ça va être les jouets Kong fourrés, des choses comme ça, des jouets à mastiquer, du plastique dur qui vont être plus tendres pour éviter qu'ils s'abîment les dents et les mâchoires. Par contre, en grandissant, tout ce qui est bois de serre, sabots de veau, nerfs de bœuf, tout ce que vous voulez, ça c'est très bien. Les pieds de cochon, mais ça pue, il paraît, c'est dégueu, donc voilà, faut aimer. Pas hésiter à proposer des hunting games, donc c'est-à-dire des jeux de recherche d'alimentation. Donc ça coûte pas très cher, hein. Il vous suffit d'une boîte de carton, 2 rouleaux de papier toilette, vous les mettez à la verticale dans votre boîte, vous mettez des croquettes dedans et le chien va devoir tout farfouiller, etc. Alors on fait pas ça sur des chiots qui ingèrent tout, bien sûr. Sinon, bonjour le corps étranger, mais sur des chiots qui ne détruisent pas, ça c'est très bien de faire des jeux de recherche comme ça. Après, ça peut être des jouets tout prêts aussi, hein, des jouets Kong où vous mettez des croquettes dedans, des choses comme ça. Ils aiment bien et puis vous pouvez répartir aussi les croquettes un peu partout dans l'appartement, ça pose pas de problème. Une autre alternative, c'est l'utilisation du kennel. Alors, il y a des éducateurs canins, il y a des vétérinaires qui conseillent le kennel. Il y en a qui sont contre et vous allez avoir beaucoup de propriétaires qui vont être réfractaires à ça puisque forcément c'est enfermer l'animal et c'est dans une cage donc ça fait peur. Honnêtement, on a résolu énormément de problèmes avec le kennel sur des chiens qui étaient très anxieux. Pour eux, c'est un coin refuge en fait. Le kennel, on voit souvent ça comme une source d'enfermement. En fait, on n'est pas obligé de fermer la porte, hein. Ce qui compte, c'est que l'animal soit dans un endroit à lui, son petit coin et sa petite niche. Moi, ce que j'aime bien avec le kennel, c'est que les gens n'y mettent pas les mains. Et honnêtement, le gros souci qu'on a à l'heure actuelle dans la communication avec le chien, c'est que souvent, quand le chien est dans son panier, on va le caresser. Et ça, c'est mal poli. Justement, c'est ce que je vous disais au début, en général, nos chiens, ils dorment pas avec nous dans la chambre. Là, on va dire que dans 80% des cas, les chiens sont pas dans la chambre ou pas sur le lit, du moins. C'est notre espace à nous et on préfère, parce qu'on trouve pas ça propre ou parce que, je sais pas, enfin, tout ce que vous voulez. Là, c'est pareil. C'est le lit du chien, donc on évite d'aller, enfin, non, c'est pas on évite, c'est on ne va pas l'embêter dedans. C'est son lieu de couchage, c'est son endroit, c'est sa bulle. Donc, le fait d'avoir un toit au-dessus, etc., ça permet d'éviter que les gens viennent y mettre les mains dedans. Donc, c'est pas plus mal. L'avantage du kennel, c'est que ça évite les destructions. Quand le chien est enfermé dedans, pas de destruction, c'est bien. Pas de corps étranger, du coup. Plutôt pas mal sur un chiot. Ça permet d'apprendre la propreté, puisqu'on restreint l'espace. Alors, c'est toujours pareil, hein, si on le laisse 8 heures dedans, le chiot, il va se pisser dessus. Hein, ça, c'est clair. C'est pas pour le laisser 8 heures dedans. Mais ça aide à apprendre la propreté. Ça évite de détériorer la relation, parce qu'évidemment, quand on a un chiot ou un chien qui détruit tout et qu'on rentre à la maison et qu'on sait qu'on va retrouver quelque chose, on n'a qu'une seule envie, c'est de s'énerver en rentrant à la maison. Donc, le chien appréhende notre venue et du coup, la relation devient malsaine, en fait. Et c'est vraiment rassurant pour l'animal. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui, vous verrez, il y a des chiens, en fait, qui sont assez anxieux et ils vont toujours aller se cacher sous des choses. Ils vont aller se mettre sous des tables, ils vont aller se mettre derrière le canapé, sous un escalier, des choses comme ça. C'est rassurant, en fait, pour les chiens d'avoir un toit au-dessus de la tête. Donc, honnêtement,
Si ça rassure l'animal, servez-vous-en. Par contre, il faut faire un bon apprentissage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre le kennel en se disant « je me casse demain, je le mets 4 heures dedans et je l'enferme et basta ». Non. C'est un apprentissage progressif. C'est comme un panier, vous avez appris progressivement à votre chien à aller dans son panier, vous l'avez rendu confortable, etc. Vous l'avez félicité à chaque fois qu'il y avait dedans. Bah là, c'est le même principe. On apprend de manière progressive. On ne ferme pas le kennel au début. Au début, il est ouvert, c'est son dodo. On y met sa gamelle dedans au moment des repas. Il a une super friandise à l'intérieur. On félicite bien quand il y va. Quand on rentre de balade et qu'il est fatigué, on le met dedans, il s'endort. Il faut en profiter sur les choses, c'est facile. Il faut vraiment positiver le lieu et faire ça progressivement. Et donc, profiter de ça, le mettre dedans la nuit, s'enfermer au départ, et puis ensuite on peut fermer, puisque de toute façon, il dort, ça pose pas de soucis, il s'en rend pas compte. Et on fait ça vraiment de manière progressive, et c'est très, 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 très rassurant. Et honnêtement, ça sauve la relation. Moi, je m'en suis servi sur le mien. Je l'ai habitué à l'âge de 7 mois, parce qu'il m'a creusé le mur, arraché le lino. Donc, je suis rentrée chez moi un jour, je ne pouvais plus ouvrir la porte, parce que le lino était retourné. Et honnêtement, ça nous a sauvé la vie. Et je lui ai appris à 7 mois et il adore son kennel. Et maintenant, il l'a à disposition, il n'est plus enfermé dedans, heureusement, il a 7 ans maintenant. Mais il continue de s'en servir parce que c'est son dodo et c'est son lieu et je ne vais pas l'embêter dedans, quoi. Ok ? Ce qu'il ne faut pas faire, très important aussi. Hop. Ce que je vous disais tout à l'heure, partir dès le départ pendant plusieurs heures, pas possible, le chiot aura du mal à gérer ça. Ne pas sécuriser l'environnement, c'est pareil, un chiot, ça détruit, ça fait des bêtises. Donc on laisse pas son joli sac à main à 300 balles, ses chaussures à 200 balles, surtout les chaussures en cuir, les chiots ils adorent ça, ça sent très très bon. Les écouteurs, le téléphone, le MP3, tout ce que vous voulez, tout ce qui craint, on ne le laisse pas. Ça peut paraître bête, mais en fait il y a plein de gens qui laissent les affaires. Nous on a été confrontés à ça aux 3 mois de notre chien. L'oncle, mon bel oncle, il a mis devant le panier du chien ses jolies chaussures à 300 balles en cuir. Eh ben, il n'y avait plus de sangle. Au bout d'une demi-heure, il n'y avait plus de sangle. Donc, il a bouffé les chaussures, bien évidemment, mais en même temps, on lui a donné en cadeau. Donc, c'est pas inné pour tout le monde. Les gens vont pas forcément penser qu'il faut sécuriser l'environnement. Ils vont pas forcément se dire que le chiot va pas y toucher. Non. Et il peut pas comprendre le chiot parce que pour lui, c'est rigolo. Tout est un jouet. Donc, c'est vraiment très important de dire aux gens, il faut rien laisser traîner. Et ils sont capables d'aller chercher un mouchoir dans une boîte à mouchoirs. C'est parce qu'il y a une boîte à mouchoirs qui est là, que le mouchoir il est au-dessus. Non, s'il arrive à poser ses pattes, il va sortir le mouchoir. Et il va les sortir, il va s'amuser, il va en mettre partout. Donc, il faut vraiment penser que le chiot, il s'amuse de tout, tout est drôle. Ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est punir après coup. Ce que je vous disais tout à l'heure, on pense que les chiens, ils ont compris parce qu'ils font leur tête de tout triste quand on rentre à la maison, mais non, il n'est pas capable de comprendre ce qu'il a fait 1 heure après coup, quoi. Et attention à ne pas aller trop vite dans l'apprentissage. Souvent, on a tendance à se précipiter et finalement, on est obligé de revenir en arrière après et c'est beaucoup plus compliqué. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter et qu'il faut consulter ? Eh bien, si au bout de plusieurs semaines de travail, vous n'avez pas de progrès, il faut commencer à se dire que là, il faut peut-être faire quelque chose. Si vous avez des rechutes, donc c'est-à-dire pendant 4, 5, 6 mois, votre chien, tout se passait bien, et puis vous avez passé une semaine de vacances avec lui où vous ne l'avez pas trop laissé tout seul, et là, bim, catastrophe, il se remet à plus trop supporter la solitude, etc. Donc là, il ne faut pas hésiter à demander conseil et à se renseigner. Si au-delà de 5 mois, votre chiot ne supporte toujours pas la solitude, là, ça pose problème aussi. Il doit pouvoir rester seul normalement à 5 mois pendant au moins une demi-journée. Ok ? Pareil, si vous venez d'adopter un adulte et qui ne supporte pas la solitude, donc tous les chiens qui viennent d'assaut ou de refuge, des choses comme ça, ça peut être très compliqué au départ pour eux de rester seuls parce qu'ils viennent changer complètement d'environnement. Donc bien penser à ça. Et pareil, si vous avez de la malpropreté au-delà de l'âge de 5 mois, pas hésiter à venir. Alors, les causes des troubles du comportement. Plusieurs choses possibles. Donc soit il y a un défaut d'apprentissage, donc c'est-à-dire qu'en fait on n'a jamais laissé le chien tout seul, on lui a jamais appris, et puis à 6 mois on se dit ah merde je dois partir pendant 4 heures, et là quand on part c'est une catastrophe, le chien a tout détruit, fait pipi partout, a aboyé parce qu'en fait on lui a jamais appris à rester seul. Ce qu'on appelle les autonomopathies essentielles, là je vais utiliser des gros mots, mais en gros c'est des hyperattachements. Autonomopathie c'est trouble de l'attachement, voilà, en gros ça veut dire ça.
Autonomopathie essentielle, ça veut dire que c'est vraiment l'attachement qui est au cœur de la pathologie. Donc là, les gens viennent consulter parce qu'ils ont un problème avec le chien qui ne peut pas supporter de rester seul. Soit c'est ontogénique, donc c'est-à-dire que c'est développemental, c'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Il n'y a pas eu de détachement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'hyperattachement primaire. Donc ni le propriétaire ni le chien ne s'est détaché. Soit il n'y a pas eu d'attachement du tout. C'est très rare, mais c'est un chiot qui se retrouve complètement isolé, sans maman, sans frère et sœur. Et alors là, on est dans des dépressions catastrophiques. On a des chiots qui meurent comme ça. C'est très rare. On peut avoir des autonomopathies essentielles acquises, ce qu'on appelle par rupture d'attachement ou par modification d'attachement. Donc c'est les chiens qui, je vais vous expliquer un peu plus en détail après, mais qui viennent de refuge justement, qui ont appris, enfin ça fait 1 an qu'ils sont au refuge, donc ils ont des rituels, ils ont toujours vécu avec des chiens à côté, avec des soigneurs, etc. Et là ils arrivent dans une famille. Incroyable. Ils n'ont pas connu ça en fait. Donc on a ce qu'on appelle une rupture d'attachement. Eux, ils avaient un lien d'attachement particulier avec un soigneur et avec les chiens d'à côté. Et là, ils passent dans une nouvelle famille, ils doivent recréer complètement un attachement et c'est compliqué. Ça peut être une rupture d'attachement aussi quand il y a un chien de la famille qui part. Par exemple, il y a le vieux chien et le jeune chien. Le vieux chien s'en va. Pour le jeune chien, c'est catastrophique parce qu'il a perdu son pote, quoi. OK ? Et après, on a ce qu'on appelle les autonomopathies accessoires. Donc, c'est les hyperattachements secondaires. Soit pareil, c'est ontogénique, donc c'est basé sur un trouble du développement, donc les syndromes de privation, les HSHA, hypersensibilité, hyperactivité. Soit c'est acquis et ça va plus être sur des troubles du comportement qui vont être acquis, donc tout ce qui va être trouble de la communication et des choses comme ça. Ça va, ça fait pas trop chinois pour vous? De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me direz après. Donc, l'hyperattachement primaire, on en a parlé un petit peu. Ça, c'est vraiment important parce que on l'a. Alors, c'est pas hyper fréquent, mais c'est catastrophique. Parce qu'en fait, quand on a un hyperattachement primaire, c'est ce que je vous disais, on n'a pas de détachement, ni de la part du propriétaire, ni de la part du chien. Du coup, comment on va travailler? Parce qu'en fait, si le propriétaire veut pas se détacher de son chien, enfin se détacher, entre guillemets, veut pas passer à un attachement sécuritaire, mais qui veut quand même le laisser 4 heures tout seul, là, on est un peu dans la galère, quoi. Parce que le système, du coup, il est compliqué. Et on sait très bien qu'en comportement et de manière générale en médecine vétérinaire, si le vétérinaire bosse pas, enfin, si le propriétaire bosse pas, on est un peu en galère parce que le chien peut pas faire le boulot tout seul, quoi. Donc là, vraiment, on a des symptômes en l'absence qui sont très importants. Donc souvent, on va avoir des souillures qui vont être disséminées, un animal qui va uriner partout, qui va faire des selles molles, ça peut être même diarrhéique. On a des destructions qui sont centrées sur les objets de la personne, donc il va rechercher en fait les odeurs de l'être d'attachement. Les vocalises, c'est pas des aboiements, c'est des pleurs, vraiment c'est des chouinements. On sent de la détresse, quoi. L'animal, il est vraiment en détresse d'être tout seul sans son être d'attachement. On peut avoir de l'inhibition, donc un animal qui fait plus rien, qui boit plus, qui mange plus, qui fait plus rien et qui se met à se lécher. Donc là, on peut se retrouver avec des plaies de léchage très importantes ou des mutilations au niveau de la queue ou des choses comme ça. Et surtout, on s'aperçoit qu'à 4-5 mois, l'animal, il a un comportement juvénile. Donc on a des chiots qui se comportent comme des chiots de 2 mois, qui font une exploration en étoile justement, et qui font de l'appel au jeu comme un chiot de 2 mois, qui continuent de se mettre sur le dos dès qu'il y a un chien qui arrive, des choses vraiment qui sont des conduites typiques de chiots très jeunes, et qui continuent à reproduire en étant un peu plus âgés. Le gros souci de ce trouble-là, c'est que effectivement, c'est à double sens, que en fait, les propriétaires, ils sont perdus parce qu'ils aiment tellement leurs animaux, mais d'un autre côté, ils sont blasés aussi, quoi. Ça les saoule d'avoir des destructions, mais d'un autre côté, ils sont hyper compréhensifs aussi de se dire ah bah oui, mais c'est mon petit loulou, machin, truc muche. Et donc on a beaucoup de mal parce qu'ils sont vraiment tiraillés entre deux sentiments, quoi. Hop. Non, c'est pas ça, c'est ça. Ok. Du coup, le diagnostic, on a une persistance du lien d'attachement primaire avec des conduites infantiles, une apparition en fin de période prépubertaire, donc effectivement c'est aux alentours de 4 à 6 mois. On a des rituels de départ et de retour. Alors c'est pas les rituels dont je vous disais, dont je vous parlais, où on prend les clés, on enlève ses chaussures, etc. Souvent c'est je m'en vais mon loulou, des gros câlins, je te fais des gros bisous, c'est presque je te mets la totote, là comme le chiot, je trouve qu'il illustre très bien. C'est vraiment tout un rituel où en fait les propriétaires sont presque plus inquiets, eux, de quitter l'animal que leur propre chien. Donc c'est vraiment tout un truc très ritualisé. Et pareil au retour, quand ils retrouvent leur animal,
c'est vraiment très très important pour eux, quoi. Ok. Ensuite, pour l'autonomopathie essentielle, hop, acquise. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par rupture d'attachement. Donc c'est vraiment, j'ai décidé de cibler ces deux-là parce que c'est vraiment ceux qu'on va, enfin, il y en a un autre, mais c'est vraiment ceux qu'on retrouve le plus. Par rupture d'attachement, c'est assez fréquent sur tout ce qui est justement chien d'association, enfin chien qui a été récupéré d'une famille, mis en association, chien de refuge, etc. Donc c'est les adoptions tardives sur des adultes. Où les animaux ont vécu dans une famille d'accueil, où les animaux ont vécu dans un refuge pendant X mois ou X années, ou alors on a un changement dans le groupe social, donc c'est-à-dire le départ d'une personne, séparation, hein, quand on a des divorces, par exemple, la perte d'un animal, donc un chat, un chien, un être d'attachement du foyer, le départ des enfants, ça c'est assez fréquent aussi. Donc vous avez les parents et les enfants à 18 ans, il y en a un des deux qui s'en va et là c'est catastrophique pour le chien. Donc ça c'est quelque chose qui est assez fréquent et vraiment on le retrouve vraiment assez fréquemment. Et là on le voyait beaucoup là chez les étudiants sur des chiens d'association justement que vous aviez en famille d'accueil. Moi j'en ai eu beaucoup en consultation. Chiens qui étaient en famille, récupérés en famille d'accueil le temps qu'ils soient adoptés et le chien qui supportait absolument pas la solitude parce que changement d'environnement, changement de rituel, changement d'attachement, et donc trop compliqué pour le chien de gérer. C'est vraiment source de stress pour eux. Et donc là, en fait, les rituels de communication, ils varient complètement parce que il y avait un chat avant avec lequel il interagissait de cette façon-là, et du coup, comme il n'y a plus le chat qui est là, je prends cet exemple du chat, hein, mais comme le chat n'est plus là, il doit créer d'autres rituels avec un autre individu pour essayer de compenser la perte, et du coup, pour lui, c'est trop compliqué. Donc là, c'est vraiment, sur ces chiens-là, donc ça apparaît vraiment après une modification de l'environnement, un changement de groupe, il y a une disparition de l'initiative des contacts sociaux, donc le chien va avoir tendance à se mettre en retrait, vraiment en permanence, il ne va plus du tout chercher le contact, ni avec les humains, ni avec les autres individus. Et parfois, à l'inverse, après, on va avoir une demande permanente d'attention. On peut avoir de l'agressivité, des manifestations organo-végétatives lors de contacts provoqués. Donc quand l'animal est en retrait et qu'on va le chercher, les gens n'avaient jamais vu leur chien agressif et là, ça devient compliqué et l'animal est vraiment en détresse. Et on peut avoir donc des plaies de léchage, des stéréotypies qui se mettent en place, donc un chien qui se met à tourner autour de sa queue, qui se met à se gratter énormément à certains endroits, voilà. Donc ça, il faut y penser dès qu'on va avoir des adoptions tardives. C'est quelque chose vraiment qu'on rencontre assez facilement parce que il y a plein de gens qui prennent des chiens en refuge, en association, des choses comme ça. Et donc du coup, il faut y penser quand on a des signes de destruction, de malpropreté, de vocalise en l'absence. Pensez à cette rupture d'attachement. Les autonomopathies accessoires, donc c'est ce que je vous disais, c'est les hyperattachements secondaires, et là c'est compensatoire d'un autre trouble, donc on n'a pas de réciprocité de l'attachement. Là c'est le chien qui est vraiment très attaché à son propriétaire, mais c'est pour compenser un trouble sous-jacent. Donc toujours les mêmes symptômes, malpropreté, destruction, vocalise, mais ça va être centré différemment selon la cause sous-jacente. Donc c'est-à-dire que si c'est du mécontentement, on a des chiens qui sont juste pas contents d'être tout seuls, ça arrive. Il va clairement montrer qu'il n'est pas content. Donc c'est-à-dire qu'il va faire caca sur la plaque de cuisson, par exemple. On en a un, c'est pour ça que je vous dis ça. On en a un, lui, il fait caca sur la plaque de cuisson. Voilà. Donc c'est clairement visible. Donc ça, c'est vraiment de la communication et c'est clairement pour dire au propriétaire, fallait pas faire ça. Les aboiements, on reconnaît bien que les aboiements, c'est du mécontentement. C'est-à-dire que c'est des aboiements de je suis pas content. C'est pas des aboiements de je chouine et je suis stressé. Non, c'est des aboiements de pardon, pourquoi t'es parti et pourquoi tu m'as pas pris. Ok. Et les destructions en général, c'est les issues. C'est pareil, j'aurais dû venir avec toi, donc je vais détruire à l'endroit où j'étais censé sortir. La prise en charge. Deux types de prise en charge, thérapie comportementale et thérapie médicamenteuse. Donc on va parler de la thérapie comportementale en premier. Quand on a vraiment des troubles de l'attachement avec du coup un défaut de gestion de la solitude, il faut reprendre l'apprentissage de la solitude au départ. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on refait tout de manière progressive. Et alors ça, c'est très compliqué. Parce qu'autant vous dire que quand vous avez des gens qui travaillent, ils ne peuvent pas prendre le temps de travailler à s'absenter 5 minutes, puis 10 minutes, puis un quart d'heure. Parce qu'en fait, ils travaillent et donc ils doivent partir toute la journée. Et là, ça devient très problématique et c'est là qu'en général, les médicaments nous aident parce qu'en fait, les gens peuvent juste pas
assurer la thérapie comportementale à le faire de manière progressive. Mais quand les gens peuvent, c'est parfait. Et dans ces cas-là, il faut vraiment reprendre tout progressivement. C'est-à-dire que si c'est 30 secondes au début qu'il faut partir, c'est 30 secondes. Moi, sur des clients, j'ai fait commencer à 5 secondes. Quoi. Les gens partent des 5 secondes et au bout de 6 secondes, le chien se mettait à aboyer. Donc, on est parti sur 5 secondes. 5 secondes, les gens revenaient, puis 6 secondes, puis 7 secondes, puis 8 secondes, et on a augmenté de seconde en seconde jusqu'à 1 minute. Et ensuite, on a pu augmenter de plus en plus. D'accord ? C'est très, 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 très lourd. Sur certains cas, honnêtement, c'est très compliqué. Et quand on a justement lié à des ruptures d'attachement, donc type chien qui a vécu en refuge pendant 5 ans, là j'ai un cas en ce moment, il a vécu en refuge pendant 8 ans, il a 9 ans. Du coup, le chien cherche à se barrer systématiquement. Lui, il sera sous traitement à vie. Il a déjà 9 ans, en plus c'est un gros cortal qui fait 40 kilos, donc sa vie ne va pas durer jusqu'à 20 ans. Lui, autant vous dire qu'il a vécu toute sa vie en refuge, il se retrouve dans une famille, c'est impossible pour lui de gérer la nouveauté, quoi. Très compliqué. Donc lui, il cherche à se barrer tout le temps, il était complètement paniqué, et là ça va beaucoup mieux, maintenant il supporte de rester tout seul dans le jardin. Mais au début, c'était catastrophique, quoi, et il perdait le chien en permanence. Donc il faut vraiment faire un apprentissage très 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 progressif et partir vraiment de plus en plus longtemps sans griller les étapes. On revient à ce que je disais tout à l'heure, toujours restriction d'espace, jouets et activités d'occupation, ça c'est vraiment important. De quoi mastiquer, de quoi les faire chercher, de quoi les occuper le plus possible. On peut aussi mettre moi j'avais une dame qui s'était enregistrée sur un vocal et qui faisait passer de temps en temps des bandes son et du coup le chien il entendait la voix de la personne et ça le rassurait. Donc pourquoi pas. Ça peut être plus stressant qu'autre chose, mais il y en a que ça rassure. Pourquoi pas. La télé, la radio, il peut y avoir plusieurs choses qui peuvent rassurer l'animal et faire comme s'il y avait une présence. Ce qui est très important aussi, c'est de créer des rituels apaisants. Justement, on parlait de rituels tout à l'heure. Régulièrement dans la journée, en fait, le chien, c'est un animal qui est routinier. Donc, plus vous allez avoir des rituels et plus vous allez créer une routine, plus ça va être apaisant pour l'animal. Donc, de se dire, je sais pas, toutes les heures, je vais le voir et je lui fais 5 minutes de câlin, ça va être hyper rassurant parce qu'il saura prédire les choses. Et un chien a besoin de prédire ce qui va se passer. Donc, il faut vraiment créer des rituels apaisants avec des contacts réguliers. Bien mettre en place un lieu de couchage qui soit refuge, kennel ou autre, hein, moi je m'en fiche. Les puppy love, là, ils adorent ça, ça les apaise, là, les trucs hyper molletonnés. Faut vraiment que son lieu de couchage soit un endroit à lui où il s'y sente bien. Donc il faut le renforcer en positif et lui apprendre à y aller dessus et à se sentir bien. On fait attention quand même au renforcement au départ et au retour. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux idées reçues, pas de rituel de départ, pas de rituel d'arrivée. En fait, simplement, ce qu'il faut, c'est ne pas renforcer le comportement du chien qui peut être excessif, notamment au retour. Alors, au départ aussi, c'est possible, on a des chiens qui sont très excessifs, qui vont sauter, qui vont s'agiter, qui vont être extrêmement excités. Et donc, dans ces cas-là, il ne faut pas prendre contact, parce que si on caresse l'animal à ce moment-là, on lui dit « t'as raison, continue de sauter ». On est d'accord qu'on ne renforce pas une émotion, on renforce un comportement. Donc, un chien qui a peur et qu'on le caresse, on n'est pas en train de renforcer sa peur. On est en train de renforcer le comportement qu'il a. Donc le fait de trembler, le fait d'avoir peur, etc. Enfin, le fait de trembler, de saliver ou ce que vous voulez, on va renforcer le comportement mais pas la peur. Donc un chien qui a peur, on peut quand même le caresser. S'il est terrorisé, on va pas le laisser démerde-toi, c'est pas possible. D'accord ? Donc là, un chien qui effectivement est très excité, etc., le fait qu'il nous saute dessus et qu'on le caresse, on est en train de renforcer le fait qu'il nous saute dessus. Et donc on est en train de renforcer le côté je m'agite, je suis foufou, etc. Donc ça, c'est très important de faire attention à ça. Quand on quitte l'appartement ou quand on revient ou la maison et quand on revient, de ne récompenser que les états de calme et les états émotionnels stables. Donc si le chien est complètement stressé, paniqué ou surexcité, on peut lui dire bonjour, ça me pose aucun problème. Au contraire, moi je dis aux gens, mais dites bonjour à votre chien, dites au revoir à votre chien parce qu'il ne va pas comprendre. Vous partez et vous l'ignorez pendant un quart d'heure avant. Enfin, il dit mais qu'est-ce qui se passe ? Tout se passait bien, tu étais là et puis là d'un coup tu m'ignores pendant 15 minutes, tu me dis même pas au revoir. Enfin, c'est encore plus stressant pour les chiens. Donc vous pouvez dire au revoir à votre chien, mais juste vous ne prenez pas contact avec lui s'il est dans un état émotionnel qui n'est pas stable. Et pareil au retour, si vous rentrez et que vous ignorez votre chien, alors déjà demandez aux gens d'ignorer leur chien jusqu'à ce qu'il soit calme, c'est hyper dur. Parce que les gens se disent mais ouais il saute dessus puis j'ai envie de lui dire bonjour en fait à mon chien. Donc dites-leur, oui vous pouvez dire bonjour à votre chien, mais par contre vous prenez contact avec lui quand il a arrêté de vous sauter dessus et d'être excessif. Pour éviter justement de renforcer ce comportement-là. Ok ? C'est clair la nuance pour vous ou pas ? Ça, c'est vraiment très important, parce que ça, vous allez l'entendre tout le temps. Ignorez votre chien en sortir, ignorez en rentrant. Mais les gens ne peuvent pas faire ça. Enfin,
je ne sais pas si vous avez essayé avec vos chiens, mais votre chien, il arrive, il est tout content, il vous saute dessus. Déjà, c'est impossible de l'ignorer. Si vous êtes en collant, il vous déchire les collants, vous ne pouvez pas l'ignorer, le chien. Vous dites lui bonjour au moins, mais par contre, vous prenez contact quand il est plus calme et qu'il est dans un état émotionnel stable. Ok, si c'est lié à du mécontentement, donc c'est-à-dire le chien qui est content qu'on le laisse tout seul. Là, il faut faire très attention à la charge mentale. On a des chiens qui vont être beaucoup dans le contrôle, tout ce qui est type berger. C'est des chiens qui ont dans leur patron moteur le fait d'être très contrôlant, très vigilant, de tout surveiller. Quand vous vous baladez avec ces chiens-là, dès qu'il y en a un qui s'éloigne, qui fait le tour, il revient. C'est des chiens qui font souvent des allers-retours pour vérifier toujours où vous êtes. Vous êtes leur petite brebis, voilà. C'est normal, c'est de leur patron moteur. Donc parfois, on peut avoir du mécontentement sur ces chiens-là quand ils se retrouvent tout seuls. Donc il faut faire très attention à la charge mentale qu'ils se mettent et du coup bien leur expliquer que leur boulot c'est pas ça en fait, c'est pas de tout contrôler. Leur boulot c'est déjà d'être un chien, d'éventuellement vous prévenir quand il y a un danger et ça suffit. Le reste ils n'ont pas besoin de le gérer. Je ne vais pas aller plus loin dans les explications parce que c'est vraiment une conf particulière et je vous invite à regarder la conf sur la sociopathie. Mais en gros, c'est vraiment ce principe-là. Si le chien n'est pas content que vous partiez, c'est qu'il faut remettre un peu en place le fait que le chien déstresse, quoi. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, c'est parce que je suis partie et que tu es resté à la maison que ça va bien se passer. Tu peux rester toute seule, on n'est pas obligé de tout faire ensemble et ça va aller, quoi. Donc il faut vraiment changer les responsabilités du chien et la charge mentale qui s'y met. On favorise les activités autonomes de manière générale, donc c'est-à-dire que même quand vous êtes là, vous allez lui donner des jouets d'occupation seul. On ne va pas toujours interagir avec le chien. Donc on va lui faire rechercher des choses, on va lui faire des jeux d'intelligence là où le chien doit se débrouiller un petit peu. Alors attention aux chiens qui sont bourrins et qui détruisent tout. Au début, il faut leur expliquer quand même. Mais sinon, vraiment, favoriser les jeux d'autonomie. Donc des jeux de recherche de nourriture où ils sont tout le temps gagnants parce qu'ils finissent toujours par trouver quelque chose et par récupérer de la nourriture. Ça, c'est très important pour eux parce qu'ils peuvent travailler tout seuls, quoi. On peut utiliser des repères temporels aussi. Ça, je le fais de temps en temps sur les chiens, c'est d'utiliser un visuel en fait pour le chien. Donc quand vous allez partir, je sais pas, une demi-heure, vous pouvez, ou pas, bon, c'est plutôt, il y a vraiment deux durées. Quand vous partez 30 secondes pour aller à la poubelle ou récupérer du courrier, vous pouvez accrocher un parapluie à votre porte. Voilà, donc vous le mettez en partant, vous le retirez en revenant. Et quand vous partez pour une durée plus longue, une demi-heure, vous allez faire des courses, vous faites ce que vous voulez, là vous accrochez autre chose, un chouchou. Ça, c'est un signal qui peut être apaisant pour le chien. Quand il voit ce signal être mis, il sait si oui ou non déjà il vous attend. Ok, il est parti à la poste, à la boîte aux lettres, je peux l'attendre juste devant la porte, il revient. Ah, là il y a le chouchou, ok, je sais que j'ai pas besoin de l'attendre, il va revenir beaucoup plus tard. Ça peut être vraiment rassurant pour le chien. Il y en a sur lesquels ça marche très très bien. Par contre, il ne faut pas oublier de retirer le signal. C'est le seul problème. Si vous avez des gens qui sont tête en l'air, il ne faut pas le faire. Parce que sinon, le chien ne va rien comprendre. Il faut le mettre systématiquement et le retirer systématiquement. Quand c'est des autonomopathies accessoires, donc des hyperattachements secondaires, il faut traiter le trouble sous-jacent. Quand on est sur un chien qui, justement, a un syndrome de privation sensorielle ou qui est hypersensible, hyperactif, il faut d'abord traiter ce trouble-là pour pouvoir ensuite gérer l'hyperattachement derrière. Et on vérifie bien sûr que les besoins du chien sont respectés. Parce que aussi, une des causes de destruction en l'absence, c'est que le chien s'ennuie. Donc toujours pareil, si on a des chiens très actifs qui sont laissés pendant 10 heures par jour et en rentrant à la maison, ils sont sortis à peine 20 minutes dans le jardin, autant vous dire que quand il est tout seul, le chien va détruire et il va aboyer parce qu'il fait chier. Donc il faut être sûr aussi que les besoins du chien soient respectés au quotidien. Allez, un petit point rapide sur la thérapie médicamenteuse. Deux types de traitements. Traitement, on va dire, naturel et traitement plus chimique à base de psychotropes. Donc la thérapie médicamenteuse, c'est que si c'est nécessaire. On n'est pas obligé de le mettre systématiquement. Ça dépend vraiment des chiens. Mais quand on a vraiment de la détresse, il faut y penser parce que le cerveau, c'est un organe comme les autres et c'est même l'organe le plus important du corps de l'animal. C'est ce qui dirige tout. Donc si le cerveau dysfonctionne, autant vous dire que le reste ne va pas bien fonctionner non plus. Donc ça, c'est hyper important. On a un gros souci à l'heure actuelle de médicalisation où les propriétaires sont très réfractaires à la médicalisation par peur que l'animal soit shooté, par peur que ça modifie le comportement de leur chien, pas de la bonne manière. Et puis je pense qu'on a vraiment un souci par rapport à l'humaine. Les gens n'aiment pas se traiter de manière psychiatrique quand ils sont dépressifs, etc. Ils préfèrent rester dépressifs et vouloir se suicider tous les jours. C'est comme ça, on a des gros problèmes avec le traitement
médicamenteux en psychiatrie. Et donc pour les animaux, c'est assez compliqué aussi. Mais honnêtement, si votre animal va pas bien et qu'il y a du mal-être, il faut le traiter, il faut l'aider. Parce que c'est pas forcément sur du long terme, ça peut être juste sur du court terme. Mais le but, c'est de l'aider, que ça fonctionne mieux. Et en plus, c'est vraiment ça fait du bien à l'animal et c'est vraiment bon pour la relation aussi. Donc, tout ce qui est nutraceutiques, phéromones, vous pouvez utiliser le Zilken. Attention aux posologies. En général, on donne des toutes petites doses, c'est minimum 30 mg kg. On peut même mettre à 60 mg kg. Enfin, moi, le 75 mg, je l'utilise jamais, sauf sur les chats qui font 2 kg, quoi. Sinon, au-delà de 3 kg, les chats, je les mets déjà sur du 225 mg, quoi. Donc, je donne la posologie chien, du coup, les gens, ça leur fait peur. Mais non, je ne me suis pas trompée, c'est fait exprès. Donc, chez le chien, c'est pareil, hein, je tape au moins sur 30 mg kg. On a des effets qui sont relativement corrects avec le Zilken. Et ça peut vraiment aider quand on a vraiment une anxiété légère pour aider les propriétaires à mettre en place la thérapie et pour aider le chien à passer le cap. On a tout ce qui est adaptile aussi, collier ou diffuseur. Ça, il ne faut pas hésiter à le mettre en place même dès qu'on récupère un chiot en fait. Un chiot ou un chien. Dès l'adoption, vous le mettez en place et ça permet de l'apaiser aussi dans son nouvel environnement. Donc c'est la phéromone apaisante. Et les fleurs de bac, pourquoi pas. Il y a des chiens qui sont très réceptifs et d'autres pas du tout. Donc, à essayer. Quand on a besoin d'aller plus loin, en tout cas que le trouble est plus compliqué, oh pétard, j'ai fait de la merde. Ça va qu'il reste que 2 diapos. Attends. Quelle catastrophe. Bon, c'était une première comme ça, hein, ma foi. Ok. Donc vous voyez la bonne diapo, c'est bon. Et normalement, sur Twitch aussi. Non? Merde. Quelle catastrophe. Bon, écoute, tant pis au pire, hein, pour les 2 dernières diapos, j'ai envie de te dire. Donc j'en étais à... Ok. Donc les psychotropes, on a 3 types de traitements qu'on utilise principalement, la clomipramine, la fluoxétine, la gabapentine. Je vous ai mis la clomipramine en premier parce que c'est le seul qui a un AMM normalement pour la gestion de la solitude. Je vous ai mis les molécules, je vous ai pas mis les noms déposés. La clomipramine, c'est le clomicalme, donc c'est le seul qui existe en vétérinaire. On a plusieurs posologies, 5, 20 et 80. La clomipramine, ça aide pas mal quand on a beaucoup de vigilance, beaucoup de choses comme ça, mais qu'on n'a pas de signes trop impulsifs, trop productifs. Donc, c'est-à-dire un chien qui détruit tout ou qui aboie de toutes ses forces, il vaut mieux partir sur de la fluoxétine et donc du Prozac. Mais la clomipramine, effectivement, a un AMM. La seule chose, c'est que c'est un peu cassé parce qu'il faut le donner en 2 prises, matin et soir. Mais ça fonctionne très bien sur certains chiens en l'absence, mais il faut vraiment juger en fonction des symptômes et en fonction du type de chien que vous avez en face. La fluoxétine, donc c'est le Prozac. Avant, on avait un médicament vétérinaire. Maintenant, il n'existe plus. Donc là, on se fournit en humaine. Moi, j'utilise le Prozac, hein, le Prozac non substituable. Après, il y en a qui utilisent la fluoxétine, mais le problème, c'est que quand on utilise un générique, le risque, c'est qu'ils changent le générique entre-temps, les pharmaciens, et du coup, qu'on n'ait pas tout à fait la même absorption et donc pas tout à fait le même effet. Donc moi, j'utilise que le Prozac et on connaît bien, on sait bien l'absorption, donc j'utilise ça. La clomipramine, on l'utilise entre 2 et 4 mg kg en général, donc en 2 prises, c'est 2 à 4 mg kg jour. La fluoxétine, c'est pareil, c'est plutôt entre 2 et 4 mg kg et c'est en 1 prise le matin. On peut utiliser aussi la gabapentine. Souvent, je l'utilise en bithérapie, moi, sur les troubles en l'absence. Je le rajoute à la fluoxétine ou à la clomipramine parce que seul, c'est pas forcément suffisant. La gabapentine, normalement, quand vous l'utilisez sur des douleurs neuromusculaires, vous êtes entre 5 et 10 mg kg. Là, on est plutôt entre 20, 30, voire on peut doubler la dose, on peut monter à 60 mg kg. Okay. Et ça peut être CID, BID ou TID. Ok. Donc là, vraiment, le traitement, il s'adapte en fonction des signes cliniques. Conclusion, donc pensez-y, c'est un trouble qui est très très fréquent, qui est source vraiment de stress pour les propriétaires. Aussi bien eux, ils appréhendent de rentrer à la maison et de retrouver des cochonneries.
que d'avoir des plaintes des voisins. Nous, on en a très fréquemment qui viennent en consultation de comportement parce que justement, il y a des voisins qui ont porté plainte et que du coup, ils s'en sortent plus, qu'ils ont été obligés d'utiliser le collier électrique et que c'est une catastrophe, quoi. Donc, c'est vraiment un motif d'appel qui est très fréquent. Il y a différentes causes possibles. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une pathologie qui est très intéressante, les troubles en l'absence, parce qu'il peut y avoir vraiment plein de causes et la prise en charge est totalement différente en fonction de la cause. Donc, il faut vraiment creuser les symptômes qui sont présents. Le mieux, c'est de demander aux gens de filmer. Comme ça, on voit ce qui se passe. Il y a plein maintenant de caméras là, qui sont pas chères et qui existent où vous avez une application sur le téléphone. Vous pouvez voir ce que fait votre chien. Vous pouvez voir si c'est dès le début qu'il commence à paniquer ou si c'est au bout de 2 heures ou si c'est au bout de 4 heures ou si ça dure 1 heure, si c'est du non-stop, etc. Et ça nous donne plein d'indications pour savoir véritablement ce qui se passe dans la tête du chien. Donc, le rôle votre rôle à vous, le rôle du veto, c'est vraiment de prévenir ces troubles. Donc, pour ça, il faut donner tous les conseils dès le début pour l'apprentissage de la solitude, bien expliquer aux gens que il faut prendre le temps, qu'il faut qu'ils le fassent dès le départ, qu'il faut apprendre au chiot à rester tout seul en présence du propriétaire et progressivement le faire en l'absence. Et donc ça, c'est vraiment le rôle le plus important. Alors, c'est pas forcément à la première consultation que vous allez parler de ça, mais plutôt à la deuxième, quand le chiot va avoir 3-4 mois. C'est là qu'il faut commencer le détachement et c'est là qu'il faut commencer à donner les conseils là-dessus. À la première consultation, vous avez tellement de choses à dire déjà qu'en général, on n'a pas forcément le temps de parler de ça. Et puis, les gens viennent de prendre le chien. Vous pouvez pas commencer à leur dire « Ah, attention, par contre, il va falloir créer un détachement tout de suite. Hein. » Les gens vont pas comprendre. Et en plus, détachement, c'est un peu un terme excessif, ce que je vous dis, parce que c'est pas un détachement, c'est un changement d'attachement qu'on fait. Mais c'est vraiment important d'en parler aux gens pour qu'ils comprennent que c'est vraiment primordial et que ça peut être très, très, très problématique par la suite, quoi. OK ? Allez, parfait. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Quand tu dis bonjour à ton chien, tu ne renforces pas le comportement qu'il a. Si par contre tu le caresses et que tu prends vraiment contact, là tu vas renforcer. Par exemple, un chien qui te saute dessus, si tu le caresses, tu lui dis que c'est bien. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu lui dis bonjour et que tu passes ton chemin, il va redescendre. Si tu prends pas contact, en fait, ce qu'il veut, le chien, c'est avoir contact avec toi. C'est pas juste sauter dessus et que tu lui dises bonjour. Le chien, ce qu'il veut, c'est un contact. C'est une caresse ou en tout cas que tu t'intéresses vraiment à lui. Juste dire bonjour, c'est pas vraiment s'intéresser au chien. Alors, bien sûr, quand tu dis dire bonjour, c'est pas bonjour mon loulou et puis tu attends qu'il soit bien sur tes jambes. Non, c'est bonjour et tu passes ton chemin. Tu vas faire ton truc, tu peux lui causer, mais tu auras une vraie interaction avec lui quand il sera dans un état émotionnel stable, qu'il sera plus calme et qu'il aura un comportement adapté. Bah, c'est triste. Bah ouais, mais le pauvre chien, si tu lui dis pas bonjour, c'est trop triste pour lui. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, oui, c'est une prise de contact, mais qui va pas renforcer ton mauvais comportement. En fait, ce qu'il faut, c'est quand même que ton chien... Enfin, en fait, il faut vraiment que tu te dises que... J'essaie de réfléchir à un parallèle avec l'humain, mais en fait, en général, notre chéri ne nous saute pas trop dessus quand on rentre à la maison. Bon, faut faire ça, tu me diras, mais... oui, pardon, la question c'était l'étudiant ne comprend pas quelle est la différence entre dire bonjour, enfin pour elle c'est une prise de contact et je suis tout à fait d'accord, mais du coup quelle est la différence entre dire bonjour ou juste passer son chemin, etc. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu rentres à la maison, ton chien il est déjà inquiet que tu sois pas là, si en plus tu l'ignores complètement, ça va pas du tout le rassurer. Juste lui signaler que tu l'as vu en fait. Oui, je t'ai vu. Moi, je suis rentrée, je suis à la maison. Exactement. C'est lui dire bonjour, lui signaler que c'est là, parce qu'en fait, l'ignorer complètement, le chien va se dire il est rentré, je suis complètement paniquée, moi j'ai vite envie de le voir et il m'ignore complètement et donc je vais être encore plus excitée et je vais m'affoler. Que si tu lui dis bonjour, déjà le chien sait que t'as pris conscience qu'il était là et ok, tu lui dis c'est bon, je t'ai vu, tranquille. Mais tu peux lui, enfin tu vois, moi je dis bonjour, ça peut être, moi je dis rien à mon chien parce qu'il s'en fout en fait. Je rentre, il me regarde pas. Mais tu rentres à la maison, ça peut être bonjour, salut mon loulou, je t'ai vu, tout va bien, tu vois, je suis rentrée, tu vas poser tes affaires. En fait, tu fais ta vie
Mais tu lui signales que tu es rentré et que tu l'as vu. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, tu prends contact que quand il est dans un état émotionnel qui est plus stable et plus... Ok? Ouais, c'était peut-être pas très clair. D'autres questions? Oui. Non. Ça veut dire que dans sa tête, il est pas très bien. Normalement, un chien adulte, ça c'est vraiment, là on était vraiment dans une phase d'apprentissage. En fait, on est dans l'apprentissage. Mais un chien adulte, il est tout à fait capable de rester tout seul sans rien mastiquer ou quoi que ce soit. Normalement, un chien adulte, quand t'es pas là, il dort. Tu vois, s'il est dans le jardin, bah, il va aboyer quand il y a un passant qui passe devant le portail. Mais s'il est à l'intérieur, il dort, quoi. Enfin, moi, quand j'ai commencé à mettre la caméra pour mon chien, quand j'ai commencé à le libérer du kennel, il faisait que dormir. Il se levait du canapé pour aller sur son coussin et il verse ça, quoi. Enfin, normalement, un chien qui est bien dans ses pattes, il est censé faire que dormir. Donc, c'est pas le fait de lui... En fait, le but, c'est vraiment de l'occuper. Mais ton chien, s'il est équilibré, ton chiot, s'il est équilibré, il va mastiquer un peu et ensuite, il va se coucher, en fait. Il va s'endormir, tu vois. S'il mastique pendant 2 heures, il y a un problème, déjà. Déjà, c'est pas normal, c'est que l'activité, elle est très importante ou alors qu'il a un manque de quelque chose. Mais c'est juste pour que l'absence soit positive, que quand tu t'en vas, il ait quelque chose à faire, qu'il puisse s'occuper, qu'il n'y ait pas d'ennui, et que d'un autre côté, que ce soit pas associé à quelque chose de négatif, quoi. Elle s'en va, il y a déjà plus rien qui traîne, je peux plus faire de conneries, et en plus j'ai rien à faire. Donc là, c'est la galère pour le chiot. Et si tu lui laisses des trucs sympas à faire, déjà il a le droit de mastiquer, du coup c'est chouette parce qu'un chiot ça mastique et un chien ça mastique, ça a besoin de mastiquer. Donc un chien tu peux lui laisser son boîtière quand t'es pas là aussi, de temps en temps il va avoir besoin de mastiquer, surtout s'il est 8 heures tout seul, faut bien qu'il s'occupe aussi un petit peu. Mais en soi ça renforce pas le fait de détruire puisque justement là ce que tu renforces c'est de la mastication sur des objets bien ciblés. Et après quand t'es là, si tu vois bouffer une chaussure, tu lui dis pas que c'est bien quoi. Oui. En fait, de lui-même, ah oui, c'est vrai qu'ils n'entendent pas la question. Vous avez entendu la réponse, c'est bien. La question, c'était, oui, le fait de laisser quelque chose à mastiquer, est-ce que ça ne va pas l'encourager à détruire? Et la deuxième question, c'est, est-ce que du coup, il faut réduire le nombre de jouets qu'on laisse en l'absence pour l'habituer à plus dormir? Normalement, le chien, il est censé se réguler tout seul. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il a des jouets, surtout que c'est des jouets qu'il voit tous les jours. Alors si tu lui mets un nouveau jouet tous les jours, forcément ça va le stimuler. Mais s'il a des jouets, si c'est des jouets qu'il a l'habitude d'avoir, logiquement une fois qu'il a fini son Kong, il fait carpette et il se couche. Donc si par contre il a des jouets et qu'il n'arrive vraiment pas à se poser en l'absence, là il y a peut-être un souci quand même. Il est censé pouvoir se réguler tout seul et se dire bon c'est cool, j'ai mes jouets, mais enfin bon je les vois tous les jours quoi. Donc au bout d'un moment, je joue un petit peu, mais je passe à autre chose aussi et je suis censée réussir à me poser tout seul. Donc, est-ce que tu dois réduire le nombre de jouets? C'est sûr qu'il ne faut pas que ce soit la fête foraine. Si à chaque fois, tous les jours, tu lui mets son Kong, son machin, son truc, le chien, effectivement, tu le gardes vachement en éveil. Et du coup, tu risques d'avoir un chien qui est très stimulé en ton absence et qui dort pas beaucoup. Après, l'avantage, c'est peut-être que quand tu vas rentrer, du coup, il va être calme et il va pouvoir dormir. Mais le but, c'est qu'il arrive à se poser et qu'il soit calme aussi quand tu n'es pas là. Donc, il faut que tu lui mettes des choses qui puissent l'occuper pour éviter qu'il aille mastiquer d'autres choses. Mais il ne faut pas non plus que ce soit des choses hyper stimulantes et qu'il maintienne en éveil en permanence. Non. Puis tu verras qu'après, tu vas oublier et il s'en foutra, quoi. Qui va peut-être devenir gros avec un Kong avec du curry dedans tous les jours. Non, mais après, pourquoi pas? Enfin, il y en a plein qui font ça et ça pose pas de soucis, en fait. Oui. La question est un chien qui est bourrin avec ses jouets, en gros, qui les détruit.
Est-ce qu'il va apprendre un jour à respecter ses jouets et à coûter moins cher à la propriétaire? Pas nécessairement. Tu as des chiens qui détruisent toute leur vie. Surtout si c'est un chien qui est déjà sous traitement. On aura du mal à faire mieux. Non, il y en a qui ont besoin de détruire en fait. Donc le mieux c'est de prendre des choses vraiment très résistantes. Mais tu as des chiens qui sont absolument incroyables. Genre, on a une chienne là qui a été hospitalisée plusieurs fois pour des corps étrangers. Elle a un trouble du comportement et un trouble digestif. Elle a une maladie chronique, une entéropathie éosinophilique, qui fait qu'elle a vraiment d'énormes troubles digestifs, qui fait qu'elle fait du pica. Donc elle a ingéré beaucoup de choses et en plus elle est HSHA, donc autant te dire qu'elle bouffe encore plus de choses. Et elle m'a détruit un bois de serre en 1 heure. Elle a bouffé en 1 heure. Je lui ai dit donnez-lui ça, ça va l'occuper. Oui, 1 heure. Ah, elle l'a rongé. Alors que mon staff, il l'a depuis 3 ans et qu'il l'a toujours pas détruit. Il a creusé, hein, mais il se lasse. Au bout d'un moment, il va le mastiquer pendant une demi-heure, puis après, c'est bon, quoi, fini. Et puis si je lui laisse, il le regarde, genre, vaut mieux que tu le ranges parce que ça me donnera envie quand tu vas le ressortir, quoi. Donc, honnêtement, si tu as un chien qui a tendance à détruire, à part lui laisser des choses vraiment très, 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 très résistantes, c'est pas dit que, surtout sur un chien adulte, c'est pas dit que tu arrives à ce qu'il détruise pas trop, quoi. Oui. Ok. Une question sur le CBD, sur savoir si j'ai un avis là-dessus. Je m'en suis servi très peu. Pourquoi pas? Pourquoi pas, sur des troubles légers d'anxiété, tu peux avoir un effet. Après, je trouve que c'est très individu dépendant, c'est comme les phéromones et le Zilken. Mais pourquoi pas? Après, pour des troubles plus importants, j'ai pas vu d'effet, moi. Mais par contre, en bithérapie, ça peut aider. Par exemple, sur un chien très actif, sur lequel tu as besoin de mettre de la fluoxétine, mais qui a quand même aussi de l'anxiété, tu peux lui mettre du CBD en plus, pourquoi pas, ça peut aider. J'ai pas de contre-indication, en fait. Voilà. La seule contre-indication, c'est que c'est cher. Voilà. Après, si tu prends de l'humaine, ça va. Mais en veto, c'est excessivement cher. Donc sur un gros chien, autant te dire que les gens vont perdre un bras tous les mois, quoi. Donc voilà. Mais honnêtement, sur des petits troubles légers, je pense pour un veto généraliste, on va dire ça, pourquoi pas. Quand tu as des cas plus compliqués, honnêtement, bithérapie, ok, mais tout seul, ça manque un peu d'efficacité. Et après, ça dépend pourquoi, c'est toujours pareil. Mais why not? Oui. Ok. Question sur est-ce qu'il y a des conséquences négatives sur le fait qu'un animal prenne un traitement? Sur la fluoxétine, aucun. Sur le Selgian, aucun. Sur la clomipramine, sur le long terme, tu peux avoir des conséquences au niveau hépatique. Tu as une augmentation des enzymes hépatiques. Mais en fait, moi, je pars du principe que je préfère qu'un chien vive bien 12 ans au lieu de 15 ans, mais bien dans ses pattes, plutôt qu'il vive 15 ans malheureux. Pour moi, vraiment, le cerveau, c'est l'organe qui dirige ton corps. Donc, si tu es stressé toute ta vie, que tu te bouffes les sangs, que tu te grattes en permanence, que tu chimoues partout parce que t'es pas bien, je préfère que tu meurs un peu plus tôt parce que tu auras le foie qui sera un peu abîmé, mais que tu aies bien vécu tes 12 ans plutôt que tu aies mal vécu tes 15 ans, quoi. Et vraiment, là, je pense que j'exagère largement quand je dis que ça réduit l'espérance de vie de 3 ans, quoi. Donc, c'est vraiment exagéré, mais honnêtement, sur la fluoxétine, il n'y a aucun effet secondaire. Aucun sur le long terme. Un traitement cardiaque, par contre, là, tu as beaucoup plus d'effets secondaires. C'est pour ça que c'est ça qui est dérangeant sur les molécules en comportement, c'est que, en fait, la plupart du temps, tu as beaucoup moins d'effets secondaires que la plupart des traitements pour le reste de tes organes. Bon, à part pour le foie, parce que tu n'as pas de traitement. Mais tu regardes, tu as des problèmes rénaux, tu as des problèmes cardiaques. En fait, l'un agit sur l'autre. Et donc, du coup, dès que tu vas prendre un traitement, tu vas avoir des effets. Pour le coup, tu perturbes ton système réninérgiotensine aldostérone et là, tu as des effets secondaires qui sont bien plus importants. Ou ton traitement anti-épileptique,
bah, c'est pareil, tu as des effets secondaires bien plus importants. Donc moi, je pense qu'on a un vrai problème par rapport au traitement, mais en fait, il n'y a pas d'effet secondaire sur le long terme, donc let's go, quoi. Pas du tout. C'est-à-dire que si tu arrêtes le traitement, dans l'organisme, c'est comme s'il n'y avait rien eu au bout de 48 heures. Donc, tu n'as pas de dépendance. On fait un sevrage progressif, mais tout simplement pour que l'animal puisse progressivement prendre le relais, en fait. Mais tu n'as pas de dépendance. T'as pas du tout. Si tu lui donnes pas le matin, le chien va pas venir te réclamer avec les yeux, les pupilles dilatées ou quoi que ce soit. Jamais. Sauf si tu lui donnes le kiri le matin, les chiens viennent réclamer, en général. Mais la plupart du temps, moi, les gens qui voulaient pas médicaliser et qui ont médicalisé, ils veulent plus arrêter après. Parce que le chien est tellement bien, ou le chat est tellement bien après. Honnêtement, après je comprends, hein, c'est une étape qui est difficile à passer. On n'a jamais envie, et puis je pense qu'on le vit beaucoup comme un échec en fait. Merde, je suis obligée de traiter pour que ça aille bien. Ouais, mais en fait, en plus, on se remet beaucoup en question. Mais en fait, tu y es pour rien, quoi. Enfin, c'est pas forcément de ta faute. Et puis le but, c'est de l'aider, et le but, c'est d'arrêter le traitement dès que possible. Après, si le chien n'est pas prêt à arrêter le traitement, on n'arrête pas, c'est que c'est trop tôt. Mais honnêtement, moi, j'ai aucun problème à médicaliser s'il y a besoin, et je préfère que l'animal soit bien et que les gens galèrent moins. Tu vois, il y a des gens qui ah, mais je préfère attendre, mettre en place la thérapie, etc. Je peux comprendre, mais au bout de 6 mois, s'ils en sont toujours au même point, pendant ce temps-là, ton chien, il a souffert, en fait. Surtout pour des troubles en l'absence, par exemple, tu peux jamais laisser ton chien tout seul, il est hyper stressé dès que tu t'en vas, et pendant ce temps-là, ton chien, il en chie, mais comme tu veux pas trop médicaliser, et ouais, mais il faut penser à l'animal aussi derrière, quoi. Et on n'y pense pas, en fait, tout simplement, hein. C'est pas qu'on veut que l'animal galère, mais il faut vraiment penser que il y a du mal-être, quoi. Si le chien supporte pas de rester tout seul, ou si le chien détruit tout, ou si le chien est hyper réactif à tous les stimuli, etc., il est peut-être pas bien dans ces moments-là. Et du coup, si on peut l'aider et aider le propriétaire à mettre en place beaucoup plus rapidement la thérapie, mais tant mieux. Enfin, franchement, que demande le peuple, quoi. Après, on peut toujours se débrouiller sans thérapie, mais c'est juste qu'au lieu que ça prenne 6 mois, ça prendra 3 ans, quoi. Donc pendant ce temps-là, le chien il galère plus et le propriétaire galère plus. Et du coup, tu as des risques de frais énormes. Le chien a tout détruit, tu as changé 10 fois de canapé, 10 fois de porte d'entrée, enfin voilà. Et puis en plus de ça, tu as des plaintes des voisins. Et puis honnêtement, c'est usant. Les troubles du comportement, c'est usant pour le propriétaire, c'est usant pour le chien. Donc au bout d'un moment, tu finis par détester ton chien, quoi. Enfin, et ça, c'est dommage. Donc après, encore une fois, je ne jette pas la pierre sur les gens qui ne veulent pas médicaliser parce que c'est difficile de passer le pas. Mais il faut juste se dire que c'est rien, quoi. C'est rien, et qu'honnêtement, le cerveau, c'est l'organe primordial du corps, et c'est lui qui dirige tout. Donc si le cerveau dysfonctionne, aide-le, et tu vas voir, déjà tout va rouler. Et puis après, dès que tu peux arrêter, c'est bon, et ton chien ira bien, quoi. Ok? Oui. Mm. Tu peux proposer de replacer l'animal. Tu as des chiens. Justement, tu vois, le chien dont je parlais tout à l'heure, là, ça va mieux. Mais si ça n'avait pas évolué parce qu'il a vécu 8 ans en refuge, faut le placer chez des gens qui partent jamais. Oui. D'un autre côté, tu vois, c'est difficile à dire pour les gens. Mais d'un autre côté, c'est égoïste de lutter pour garder l'animal alors qu'il n'est pas bien dans cet environnement-là, quoi. Comme le malinois ou le berger australien qui est hyper actif avec des gens qui sont absents 10 heures par jour. Et oui, mais en même temps, c'est égoïste de médicaliser ton chien, de le mettre sous Prozac parce que, en fait, t'as pas la possibilité de le sortir, tu vois. Alors que finalement, si tu le sortais 2 heures par jour ou que tu lui faisais faire du sport, il serait tout à fait normal, ton chien. Donc, c'est rare, mais ça peut arriver de devoir replacer l'animal quand vraiment Mais pas sur des jeunes animaux. Sur des jeunes animaux, tu arrives toujours à les remanier un petit peu, des choses comme ça, mais sur des ruptures d'attachement, justement, où le chien a vécu tant d'années en refuge, ou a vécu chez des papis-mamies, a jamais été laissé seul, et là, il se retrouve chez une famille où il est laissé seul toute la journée. Parfois, en fait, il faut juste replacer l'animal chez des gens qui... On en a un, là, même sous thérapie, c'est impossible. Mais impossible. Et le chien se mutile, quoi. Vraiment, il se mutile. Il a les pattes en sang, enfin les gens rentrent, il est dans un état catastrophique et t'es obligé t'es obligé de replacer l'animal, c'est pas possible, il faut le placer avec des gens qui sont tout le temps présents, il n'est pas capable en fait de gérer ça, quoi. Donc pauvrette, tu vas pas euthanasier l'animal, donc faut le replacer. Ouais, c'est rare mais ça arrive. Oui.
C'est quoi comme chien? Il vient d'où? Adulte ou chiot? Il l'a eu adulte? Il y a peut-être un trouble du développement. En fait, si tu vois que tu fais tout pour ton chien et que ça marche pas, c'est qu'il y a un problème. Tu vois? Faut voir le chien. Faut voir le... Sans quoi? Bah, si elle peut le sortir 10 heures par jour, oui. Bah, du coup, non. T'as ta réponse. En fait, c'est encore une fois, si tu fais déjà tout ce qu'il faut pour ton chien, tu vois. On a eu un cas, là, il n'y a pas longtemps, un border collie. Je suis désolée, mais c'est les cas qu'on a le plus souvent en ce moment. Donc, le chien est issu d'une lignée de travail, les deux parents travaillent. Le monsieur se séparait de sa portée, il a gardé que des femelles et il se séparait du mâle. Il s'en est séparé à 4 mois, donc la mère, autant te dire qu'elle était repartie au travail depuis longtemps. Le père était un chien de travail aussi, et du coup, il a certainement vu sa mère travailler, et il se retrouve dans une famille, parce que c'est le cadeau des enfants. Et le chien, il toque. Mais c'est-à-dire qu'il est capable de regarder un brin d'herbe pendant 15 minutes. Et il n'y a rien qui le décroche. Rien. Par contre, tu le mets au travail, le chien, il est nickel. Et il n'y a pas une seule fois où il toque. Qu'est-ce que tu fais là? Soit tu replaces l'animal. Alors, on a essayé plusieurs choses. Prenez des poules à la maison. On lui a dit prenez des moutons d'abord. Mais elle se sentait pas trop de prendre un troupeau de moutons. Après, on lui a dit juste 2 moutons, c'est déjà bien. Mais moi, elle se sentait pas de prendre 2 moutons parce que les moutons seraient fait harceler toute la journée. Mais oui, c'est son taf. Prendre des poules. Ouais, mais elle avait peur qu'elle se fasse buter les poules. Alors, bon, pas de poules. Replacer le chien de là où il vient et le faire travailler. Médicalisation sinon. Les gens le sortent, ils le stimulent en permanence pour qu'il toque pas. Ils font tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Donc soit tu le replaces avec quelqu'un qui va le faire travailler en permanence, le chien, soit tu médicalises. Mais là, il y a quelque chose qui va pas en fait. C'est peut-être que juste la chienne, elle n'est pas capable de se poser parce qu'elle n'a pas la sérotonine qu'il faut en fait. Donc t'as des fois, c'est pas juste le milieu qui est pas bon, c'est le chien qui, au niveau des neurotransmetteurs, c'est pas bon en fait. Juste, elle n'a pas les bons neurotransmetteurs, la bonne quantité, et donc du coup, elle a peut-être besoin d'être aidée d'un point de vue médical. Mais après, moi, j'ai pas vu l'animal et je sais pas exactement ce qu'ils font avec le chien, donc c'est un peu compliqué. Mais pourquoi tu me dis sans traitement du coup? C'est de la fluoxétine, ça coûte pas cher. Mais il faut qu'ils se fassent aider. S'ils font tout pour leur chien et que ça marche pas, il faut qu'ils se fassent aider. Et puis ça se trouve, c'est juste une erreur de communication, il y a peut-être besoin de les aider autrement, et voilà, c'est pas forcément le médicament, mais en fait, part du principe que si les gens font tout pour leur animal et que ça marche toujours pas, c'est que il y a peut-être quelque chose qui va pas, quoi. Soit en fait, ils font pas tout ce qu'il faut, soit le chien a un problème de base d'autocontrôle et de régulation de ses émotions, et voilà. Et dans ces cas-là, pour aider l'animal, tu peux pas changer son cerveau, donc tu peux juste l'aider à fonctionner davantage, quoi. Voilà. C'est bon, ah oui. 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 Quoi qu'il arrive, ce sera dur pour eux. Honnêtement. Hein. Parce que de toute façon, ils vont quitter la fratrie et la maman. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est... de toute façon, la mère, elle va avoir besoin d'avoir de temps en temps des moments à elle. Et donc, le mieux, c'est ça, c'est de lui laisser de temps en temps des moments à elle, de laisser les chiots juste entre eux. Mais c'est tout ce que tu peux faire. Et puis, de toute façon, il faut qu'ils restent avec la maman le plus possible. Donc, c'est accorder à la maman 1 heure de temps libre par jour. Mais c'est tout, quoi. Tu peux rien faire de plus parce que sinon, tu détruis ta socia et tes autocontrôles. Donc... Et après, c'est juste que effectivement, tu peux, si tu as bien travaillé la socia, etc. avant,
La seule chose, c'est que tu peux faire partir le chiot avec un collier adaptile, par exemple, ou un truc comme ça pour l'aider, mais quoi qu'il arrive, ça va être une étape difficile. Enfin, après, ils s'en sortent très, très bien, les chiots, hein. Honnêtement, ils sont incroyables, hein. Mais c'est une étape quand même qui est perturbante pour l'animal, quoi. Oui. Alors, non, pas forcément. En fait, le mieux, c'est de ne pas séparer la maman des chiots. Surtout pas avant l'âge de 3-4 semaines, ça c'est sûr. Après, quand je dis séparer, les chiots doivent rester jusqu'aux 8 semaines avec la mère. Ça ne veut pas dire que la mère n'a pas le droit d'avoir son temps de pause, comme je disais. Mais en fait, ça dépend des mères et de la compétence des mères. Tu as des mères qui, à 4 semaines, elles vont être très violentes avec leurs chiots pour leur dire stop, j'en ai marre, tu me saoules. Puis tu as des mères, à 8 semaines, elles les laissent toujours téter, quoi, hein. Laisse gérer la mère, en fait. Laisse gérer la maman. Si vraiment elle se sent envahie et qu'elle a des difficultés, tu ramènes un autre chien adulte qui puisse mettre un peu le haut là aussi. Mais en soi, c'est normal que la mère, elle leur grogne dessus à partir de l'âge de 4-5 semaines pour dire là, tu me tires sur les mamelles, ça me fait mal. Là, tu fais n'importe quoi, tu me mordis, ça me fait mal, etc. Donc, si tu as une mère qui est compétente et équilibrée, tu la laisses gérer. Le risque, c'est des gens qui font reproduire des chiens et qui connaissent pas la compétence de la mère. Si tu as une mère qui n'est pas compétente, bah, le problème, c'est qu'elle va peut-être très mal gérer ses chiots, quoi. Et effectivement, si elle les rejette à l'âge de 15 jours, c'est dans le caca, hein. Mais ça, tu peux pas le prévoir et c'est pas en agissant toi que tu pourras faire quelque chose. Ça, c'est vraiment intrinsèque à la maman et elle aura plus ou moins d'instinct maternel. Après, tu peux l'aider si elle en a vraiment ras-le-bol, lui permettre d'avoir des temps de repos justement pour qu'elle soit ensuite plus à l'aise avec les chiots. Je pense que c'était ça ta question en fait. Mais il faut quand même qu'elle soit vraiment en contact avec eux. Et logiquement, elle n'est pas censée les rejeter trop tôt non plus. Enfin, les rejeter. Commencer à les remettre un peu à leur place trop tôt, quoi. D'autres questions? Ouais. Quand tu as du temps. Pour moi, le mieux, c'est en A2 ou en A3. Enfin, A3 ou A4 du coup. Nouvelle dénomination. Parce que tu as eu le temps de suivre mes confs et du coup, tu as des infos déjà. Tu commences à avoir un peu plus de connaissances. Tu as tes docs qui peuvent te donner des conseils. Tu es en quoi? Tu es en A2? Ah oui, donc genre... ok. Genre nouvelle dénomination de A1. En gros, je pense qu'il ne faut pas prendre un chiot trop tôt parce que souvent quand on arrive à l'école véto, on a envie de s'amuser, on n'a pas forcément les connaissances ni les compétences, ou alors il faut bien se renseigner avant et il faut savoir choisir le bon chien. Et souvent quand on arrive à l'école véto, on a envie d'un chien qui nous plaît physiquement, mais on ne sait pas forcément quelles sont les aptitudes du chien, quels sont ses besoins, etc. Donc pour moi, il n'y a pas forcément de timing en fait. C'est toi, il faut que tu te renseignes avant. Si ça se trouve, tu arrives en première année, mais tu as déjà toutes les connaissances, tu t'es vachement renseigné, tu connais des éducateurs canins, tes parents ont eu un chien, tu connais la race, tu sais quels sont ses besoins, tu sais que tu vas pouvoir répondre à ses besoins, etc. Bah vas-y. Mais la plupart du temps, en fait, quand on prend un animal, on ne se renseigne pas forcément avant et ça, c'est le gros tort qu'on a. Donc peu importe l'âge que tu vas avoir, si on assiste, tu veux un chien et que tu as pris un chien qui a besoin de courir 10 heures par jour et que toi, tu es présent qu'1 heure par jour, c'est pareil, quoi, ça revient au même. Ce qui compte, c'est que tu aies le temps. Donc c'est sûr que prendre un chiot quand tu es en A5 et que tu as des cliniques toute la journée, c'est galère. Ça se fait, mais c'est plus de galère que quand tu es en A3 ou en A4 et que du coup tu as des cliniques la moitié de la journée, voire pas de clinique ou que tu as des TD que la moitié de la journée, des choses comme ça. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux avoir le temps. Moi, le mien, je l'ai pris en A3, ancienne A2. Et par contre, je m'étais renseignée sur la race, etc., puisque moi, c'est un chien de catégorie en plus. Donc, je m'étais renseignée sur la race, j'avais déjà un éducateur canin, j'avais déjà le permis le certificat de capacité, etc., quand je l'ai pris, mais je m'étais renseignée à fond et j'avais déjà pris, voilà, je m'étais renseignée. Après, si tu te renseignes et tout ça, tu peux le prendre n'importe quand, mais quand tu as le temps. Il faut juste que tu aies le temps de l'éduquer
et que tu te sentes suffisamment mature pour gérer un chiot. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui prennent des chiots et finalement se disent « merdouille, ça pisse partout, ça détruit, ça coûte cher, il a des problèmes de santé, comment je vais gérer ça quoi ?» Et en fait, ça fait tout drôle, hein, on se rend pas forcément compte que c'est pas juste une peluche à laquelle on va faire des bisous quoi. Et non, il y a toute une éducation derrière, etc. Donc, si tu te sens prête d'un point de vue maturité et que tu t'es renseigné avant, n'importe quand, à partir du moment où tu as le temps. Voilà. Ça t'aide pas beaucoup, mais après, pose les questions, quoi. S'il y a des races en particulier qui t'intéressent, tu me contactes et tu poses des questions. Il y en a plein qui font ça. Et je suis très contente qu'ils fassent ça. Je préfère ça plutôt qu'ils viennent un an plus tard avec leur chien cassos et qu'on rattrape toute l'éducation derrière, quoi. Donc non, il faut juste que tu dises, il faut que tu aies le temps, il faut que tu te renseignes avant, tu te renseignes sur la race, sur les besoins de la race, sur les besoins du chiot de manière générale, et après ça doit rouler, quoi. Ok? D'autres questions? C'est bon? Super. Eh bien, merci beaucoup.